De'Aaron Fox rejoint Victor Wembanyama aux Spurs. Si Luka Doncic n'avait pas été transféré aux Lakers la veille, ça paraîtrait complètement fou. Déjà en voyant les rumeurs, on y croyait à peine. Un trade au milieu de la saison pour les Spurs, en plus pour récupérer une star de ce calibre-là, ça paraît complètement fou. Donc c'est pour ça que ça mérite un épisode de Moop Deep spécial. Il est 21h30 à San Antonio. Je vous souhaite la bienvenue dans Moop Deep, le podcast de basket session qui raconte l'actualité de la NBA depuis les États-Unis. Je suis Benjamin, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le correspondant de Basket Session Rivers à San Antonio où je couvre les Spurs de Victor Wembanyama depuis sa draft. Et c'est pour ça que j'avais besoin de faire ce podcast un petit peu d'urgence que vous aurez en pleine nuit ou alors très tôt le matin. Il fallait qu'on en parle un petit peu. Donc le transfert de De'Aaron Fox aux Spurs, c'est acté. Ça a été dévoilé par Shams Charania. Concrètement, on a un transfert à 3 équipes dans lequel, vraiment pour les grandes lignes, De'Aaron Fox part aux Spurs, les Kings reçoivent Zach LaVine qui vient de Chicago et pas mal de tours de draft, et les Bulls, eux, récupèrent un petit peu des fillers et récupèrent leur choix de draft. Je vous fais le breakdown complet du trade. C'est un petit peu long, il faut s'accrocher, mais c'est important. Donc dans ce transfert, les Spurs reçoivent De'Aaron Fox et Jordan McLaughlin, qui sont sans doute là pour filer plutôt les salaires. Euh, les Kings reçoivent Zach LaVine qui vient de Chicago. Sidi Sissoko, le français, rejoint aussi Sacramento. Et les Kings reçoivent 3 premiers tours de draft. On ira dans le détail un peu plus loin. Et reçoivent aussi 3 seconds tours de draft dans ce transfert. Les Bulls, eux, reçoivent Zach Collins, Trey Jones, Kevin Huerter et récupèrent leur propre choix de draft en 2025. Voilà, vous avez les informations essentielles. Donc évidemment, dans ce podcast, on va surtout parler de la perspective Spurs et Victor Wembanyama, parce que déjà, c'est ce qu'on va couvrir dans les mois qui vont suivre, puisque du coup, on va pouvoir le voir sur le terrain. Et aussi parce que c'est juste le thème du podcast, j'ai envie de dire, on parle beaucoup de Victor, c'est mon expertise entre guillemets, donc je vais vraiment me pencher là-dessus. Mais bien sûr, j'essaie de faire un chapitre si j'y pense, mais à la fin de la vidéo, je parlerai évidemment de la perspective Kings et de la perspective Bulls, parce que ça reste important. Et donc de la perspective Spurs, c'est un excellent transfert. Alors, je ne suis pas convaincu à 100% par Fox, et j'aborderai la question un peu plus loin, mais je trouve que le transfert en lui-même est exceptionnel. Pourquoi? Parce que déjà, les joueurs que tu ne voulais pas bouger n'ont pas bougé. Stephen Castle, Devin Vassell, qui pour moi sont des pièces qui sont quasi intouchables dans le roster des Spurs, ou en tout cas qui ne devraient pas bouger, parce que personne n'est intouchable, Luka Doncic l'a montré. Ces 2 joueurs-là que tu ne voulais pas, ou en tout cas que je ne voulais vraiment pas voir partir, ne sont pas partis. Donc tu gardes vraiment les pièces centrales de ton projet, qui étaient Steph Castle, euh, Victor Wembanyama évidemment, qui est vraiment au cœur du projet, mais qui est le joueur le plus intouchable de toute la NBA, et Devin Vassell. Tu gardes les jeunes que tu aimes bien et dans lesquels tu peux vraiment miser à long terme. Donc je pense à Jeremy Sohan principalement. Je suis content qu'il garde Keldon Johnson, qui est un profil qui est intéressant, qui peut peut-être partir dans un autre transfert ou qui peut rester à terme, qui a une importance dans le vestiaire aussi, donc qui est le plus vieux joueur de cette équipe, dans le sens où c'est celui qui a passé le plus de temps dans cette équipe des Spurs. Content aussi qu'il n'y ait pas de Malachi Branham, comment dire, pourquoi j'ai un trou d'un coup, c'est terrible. Mais en tout cas, je suis content que ces jeunes-là ne partent pas. Pourquoi j'ai un trou comme ça sur le joueur dont je voulais parler? C'est pas dramatique, c'est pas dramatique du tout. Blake Wesley, merci. Content donc que ces joueurs-là ne partent pas, ça veut dire qu'en fait, tu ne sacrifies que 2 joueurs, Trey Jones, enfin 3 joueurs, pardon, excusez-moi. Trey Jones qui de toute façon n'aurait pas eu de temps de jeu avec l'arrivée de Fox. Zach Collins qui vraiment est un contrat presque indésirable parce qu'il avait 34 millions de dollars sur 2 ans en comptant cette saison en cours. Il joue que 12 minutes par match pour 4,6 points avec une efficacité qui est catastrophique. On peut presque parler de contrat boulet, donc c'est presque une bonne chose que les Spurs s'en débarrassent. Trey Jones donc n'aurait pas joué. C'est dommage, c'est une pièce intéressante, mais à un moment donné, il faut faire des choix. Tu ne veux pas garder De'Aaron Fox, Stephen Castle, avoir Chris Paul qui reste dans l'effectif, avoir donc Malachi Branham, Blake Wesley, etc. Au bout d'un moment, quelqu'un doit sauter. Donc c'est normal que Trey Jones parte. Et Sidi Sissoko, qui donc avait un contrat non garanti la saison prochaine et ne jouait pas. Honnêtement, juste petit aparté, je suis assez triste de voir Sidi Sissoko partir. Franchement, c'était déjà le joueur dont je suis le plus proche dans l'effectif. Je suis arrivé à la salle hier pour le match contre le Heat et on se check sur le bord du terrain. Les autres joueurs, ils me calculent pas. Voilà, enfin franchement, Sidi, si tu vois le podcast, j'en doute, mais vraiment cœur sur toi, un maximum de force. Et si on met à part ce biais-là personnel et cette attache personnelle que j'ai, le trade reste logique et Sidi Soko qui part, c'est vraiment un non-événement pour les Spurs. C'est terrible d'enchaîner ces 2 phrases, mais ça reste vraiment un non-événement. C'est pas grave.
C'est pas grave que CD parte dans ce transfert-là. Les principales ressources finalement qui ont été touchées, puisque donc quand on voit le tableau général, aucun joueur important n'a été touché, tu gardes vraiment tout ton corps et tu restes en plus dans des bonnes dispositions financières, tu gardes ta flexibilité financière. C'est ça que j'adore dans ce transfert, c'est que tu ne sacrifies rien du tout à part des tours de draft. Donc là, on peut commencer à regarder un petit peu plus dans les tours de draft. Et la raison pour laquelle j'adore ce transfert, c'est parce que donc, tu n'as pas touché à toutes ces pièces-là, mais tu n'as pas non plus touché aux tours de draft qui sont vraiment importants. Déjà, le tour de draft 2025 des Hawks qui est en train de prendre une valeur démesurée parce que les Hawks perdent tous leurs matchs, il reste à la maison. Le pick des Spurs en 2025, il reste à la maison. Donc, je pense que les deux picks les plus valuables que les Spurs avaient sous la main sont des picks donc, qui restent dans leurs mains. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est bien géré. Et quand on regarde les picks qui ont été envoyés, finalement, on remarque qu'il n'y a vraiment pas de quoi regretter. Donc il y a le premier tour de draft 2025 des Hornets qui va à Sacramento, mais ce pick-là est protégé 1-14, il est lottery protected, ce qui veut dire que vu le classement des Hornets, il n'y avait quasiment aucune chance que de toute façon les Spurs aient le pick. Donc en fait c'est quasiment comme si les Spurs n'avaient pas sacrifié de pick. C'est quasiment comme si les Kings ne recevaient... Enfin, dans ce cas-là, je veux dire, c'est comme si les Kings ne recevaient que 2 premiers tours de draft. Donc les premiers tours de draft, qu'est-ce qu'on a? On a le premier choix 2027 des Spurs, qui a un pick qui a une certaine valeur. C'est le premier qui peut être... comment dire? Enfin, c'est un tour de draft qui, est, voilà, qui reste intéressant quand même. Mais en théorie, avec De'Aaron Fox et Victor Wembanyama, d'ici 2027, normalement, tu es en playoff, ou alors il y a vraiment quelque chose qui n'a pas fonctionné. Donc c'est pas un pic qui est très grave de séparer. Ça avait un peu de valeur, mais il fallait bien en mettre de la valeur pour récupérer De'Aaron Fox à un moment donné. Il y a le premier tour 2031 des Wolves, et là on parle vraiment d'un pic qui est très loin, d'une franchise qui a Anthony Edwards, même si on ne sait pas s'il sera encore là à ce moment-là. C'est pas un pic qui a une valeur très importante, donc c'est pas grave de s'en séparer. Et donc il y a le choix de Chicago que les Spurs avaient, qui retourne à Chicago. Mais là, c'est pareil, le pick est protégé 1-10. Donc finalement, il a pas tant de valeur que ça. Et surtout, tu sais que tu vas sélectionner quelqu'un avec le choix des Hawks ou trade. Tu sais que tu vas sans doute sélectionner quelqu'un avec ton pick et déjà, il y a un doute là-dessus. Donc tu ne veux pas ramener trop de joueurs d'un coup à la draft. Il est probable que de toute façon, le pick de Chicago ou le pick de San Antonio aurait, et sans doute celui de Chicago plutôt, il est probable que ce pick aurait été transféré à la draft ou plus tard. Enfin, plutôt à la draft ou alors après avoir drafté quelqu'un pour l'amener dans une autre équipe pour juste éviter de complètement boucher l'effectif. Donc si on regarde vraiment le tableau global, les Spurs ont sacrifié 2 picks qui sont donc utiles, en fait qui servent vraiment à quelque chose, le pick 2027 qui était à eux et le pick 2031 des Wolves. Ils ont sacrifié le pick des Bulls qui est pas sûr de convey parce que c'est 1-10, il n'est pas sûr de se convertir et d'arriver vers les Spurs, donc c'est pas grave. Et le pick des Hornets 1-14, de toute façon, il ne l'aurait pas eu, donc c'est vraiment pas grave. Et donc, encore une fois, j'insiste là-dessus, les pièces principales de l'effectif n'ont pas bougé. Donc globalement, c'est un excellent transfert pour les Spurs, dans le sens où, admettons qu'ils décident de retransférer De'Aaron Fox un peu plus tard, je suis persuadé qu'ils auront beaucoup plus de choix de draft que ça si De'Aaron Fox a un contrat à long terme. Alors, la raison qui explique en fait pourquoi les Spurs ont pu récupérer De'Aaron Fox à ce prix-là, c'est juste qu'ils avaient vraiment la main mise sur les négociations, parce que De'Aaron Fox est agent libre en 2026, il est libre de signer où il veut, et il a clairement fait comprendre qu'il voulait aller à San Antonio, et les Kings, eux, étaient vraiment dans la démarche de dire, on sait qu'il va partir, il faut qu'on le transfère avant qu'il ne vale plus rien, ou parce qu'à la trade deadline 2025-6, vers une équipe qui n'était pas, comment dire, vers une équipe qui n'intéressait pas Fox, il avait plus de valeur. Et donc c'était aussi pour dire, bah, en fait, on va pas le perdre sans contrepartie. Donc le transfert était plus ou moins inévitable. Et les Spurs avaient la main mise parce qu'ils pouvaient dire, nous on n'est pas pressé, on peut attendre la free agency 2026. La seule personne qui sera embêtée, c'est Fox qui va perdre de l'argent, et vous qui allez perdre donc les tours de draft en question et les joueurs qu'ils ont reçus. Donc finalement, ce trade, il est très 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 bénéf pour tout le monde et il est logique. Et surtout, en fait, donc les Kings avaient pas trop le choix. Donc les Spurs ont vraiment bien exploité cet avantage qu'ils avaient dans les négociations pour obtenir un prix qui est très serré. Et donc pour vraiment parler du fait que De'Aaron Fox a l'intention de rester à long terme, c'est vraiment quelque chose qui a été rapporté par tous les insiders les plus fiables. Shams Charania qui a dit que c'était au top de sa liste et que tous les autres endroits étaient en gros des endroits court terme dans la tête de Fox. Maxime Aubin, notre newsbreaker de l'équipe, notre newsbreaker français, qui a annoncé que la famille de De'Aaron Fox
était en train de préparer son arrivée à San Antonio depuis un moment. Et puis beaucoup de rapports de la part d'insiders des Kings qui disaient qu'effectivement, De'Aaron Fox privilégiait San Antonio où il voulait jouer avec Victor Wembanyama. Et donc même, on a eu des rumeurs de Jake Fisher qui travaille donc maintenant avec Mark Stein, donc des insiders qui sont vraiment fiables, qui dit que Rich Paul, qui est l'agent qui représente De'Aaron Fox, voulait placer l'un de ses clients importants auprès de Victor Wembanyama parce que ça l'intéressait de faire partie un petit peu de cette histoire-là. Donc tout est en place pour que De'Aaron Fox reste à San Antonio. Et donc pour vraiment rentrer dans les détails, il sera éligible en août à un contrat, donc une extension de contrat de 4 ans pour environ 230 millions de dollars. Donc c'est plutôt massif. Donc ça fait vraiment prendre du sens à ce transfert parce que ça veut dire que les Spurs pourront vraiment sécuriser leur avenir à long terme, avoir Victor Wembanyama qui est encore en contrat rookie et qui n'aura quasiment pas le choix de signer son extension rookie sous contrat pendant longtemps, et De'Aaron Fox sous contrat pendant 4 ans. Donc le trade a du sens. S'ils n'avaient pas récupéré De'Aaron Fox dans un transfert, ils n'auraient pas pu, à ce stade-là, je veux dire, ils n'auraient pas pu le sécuriser cet été. Donc en fait, ils ont fait vraiment le choix de la sécurité contractuelle. Typiquement, s'ils l'avaient récupéré pendant l'été, ils auraient dû attendre janvier pour signer une extension de contrat, ce qui aurait pu être embêtant. Là, l'avantage, c'est qu'ils auront vraiment l'extension qui est signée dès ce moment-là. Autre possibilité, De'Aaron Fox peut négocier une renégociation de contrat, faire passer son salaire, en gros, faire plus 10 millions sur son salaire, ce qui est quelque chose qui, mine de rien, arrive de moins en moins aujourd'hui en NBA. Donc je pense que ça n'arrivera pas. Mais voilà, c'est une option aussi qui peut être intéressante et qui à prendre en compte en tout cas. En tout cas, il y a vraiment ce transfert fait du sens et ce transfert est bon aussi parce que il y a cette possibilité de sécuriser l'avenir à long terme. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour un petit peu de toutes les raisons qui font de pourquoi ce transfert est vraiment bon pour les Spurs, pourquoi je valide complètement. Parce qu'admettons que donc Fox re-signe cet été une extension de contrat et que sur la première année d'extension, les Spurs le trade, ils vont gagner plus de valeur et Fox a plus de valeur que ce que les Spurs ont envoyé. Donc maintenant, je referme cette parenthèse de vraiment l'analyse du transfert. L'analyse du fit, c'est évidemment que c'est une immense upgrade pour les Spurs, qui n'est pas vraiment de seconde star. Il y avait Devin Vassell qui est un joueur qui est très intéressant et que je voulais vraiment garder dans l'équipe parce que je pense que c'est un excellent complément de Victor Wembanyama. Je pense qu'ils en ont vraiment besoin en plus pour matcher avec Fox, mais ça on en parlera un tout petit peu plus tard, enfin dans 2 minutes. Mais c'est une immense upgrade. Tu lâches Trey Jones, Sissoko, Zach Collins, qui sont tous des remplaçants qui jouent finalement assez peu et qui n'ont pas un impact immense, pour ramener une seconde star avec Victor Wembanyama, qui va pouvoir vraiment jouer avec lui sur pick and roll, qui va vraiment pouvoir créer de l'espace pour lui, qui va vraiment pouvoir, enfin et vice versa. Du coup, Victor surtout, je pense plutôt dans ce sens-là, va beaucoup créer d'espace pour De'Aaron Fox, qui va pouvoir vraiment exploiter au max son potentiel. Et le potentiel de De'Aaron Fox, c'est vraiment quelque chose d'assez fou parce que c'est un des meilleurs drivers de la ligue tout simplement. Ça, je n'ai pas besoin de vous le dire. Un des joueurs les plus rapides de la ligue, un des joueurs les plus percutants sur drive. Je prends les stats, je suis désolé, c'est un podcast d'urgence donc je n'ai pas les stats sous les yeux de base. De'Aaron Fox, c'est quand même 15,8 drives pour 36 possessions, c'est dans le top 4% de la ligue. Il a 59,3% de réussite en true shooting percentage sur ses drives, c'est dans le top 20% de la ligue. Donc c'est immense et je pense que quand tu joues avec Victor Wembanyama qui a attiré énormément d'attention, ça va être encore meilleur. Ce qui est positif aussi dans ce truc, c'est que, donc vraiment pour rester sur le duo Victor-Fox, c'est que tu as un duo donc meneur intérieur, donc c'est conventionnel évidemment, mais c'est intéressant donc d'avoir vraiment un jeu comme ça qui est déployable sur pick and roll et sur end-off, parce que ce qui est intéressant, c'est que Fox, certes, est un joueur qui a besoin de beaucoup de ballons. C'est un joueur qui a un immense usage. Il a en gros 45,6% des actions des Kings actuellement. Fox est directement impliqué dedans. Et Victor a besoin aussi de beaucoup de ballons et d'être beaucoup impliqué. Mais Fox faisait ça en jouant avec Domantas Sabonis, qui est un intérieur ball dominant. Et donc, il va pouvoir continuer à faire ça avec Victor Wembanyama. Ils vont pouvoir reprendre un petit peu le playbook qu'ils développaient avec Domantas Sabonis, avec tout ce jeu de end-off, ce jeu de pick and roll, qui est vraiment intéressant. Et donc, c'est bien, je pense qu'il n'y aura pas de difficulté à faire fitter ces deux joueurs-là. Donc, c'est évidemment donc, un immense progrès, j'insiste là-dessus, parce que De'Aaron Fox, je n'irai pas dans les stats bruts, mais c'est un joueur qui est très très productif en termes de scoring. On est à 24,5 points pour 75 possessions. Donc, c'est dans le top 20%, dans le top même 11% comment dire, des joueurs de la ligue.
On est sur un exceptionnel créateur, très très bon passeur, qui attire beaucoup donc la défense avec ses drives, avec un petit peu ses mid-range aussi. C'est un joueur qui prend beaucoup de mid-range, beaucoup plus que la majorité de la ligue, et qui est aussi beaucoup plus efficace que la majorité de la ligue sur mid-range. Pour vraiment donner les infos, les stats, parce que je sais que ceux qui sont habitués à Mob Deep aiment ça, on est sur 9,5 tirs en mid-range par match, donc c'est dans le top 4% de la ligue, et on est sur 47,9% de réussite sur mid-range, ce qui est dans le top 20% de la ligue. Donc on est vraiment sur un top joueur en mid-range et sur drive, qui va faire beaucoup de bien à l'attaque des Spurs, tout simplement, et donc qui va être un créateur exceptionnel pour Victor Wembanyama, pour le reste de l'équipe, qui va pouvoir vraiment distribuer le jeu. Et ce qui est positif, c'est qu'il y avait besoin peut-être d'un joueur quand même pour distribuer le jeu comme premier porteur de balle. Et Chris Paul le fait cette saison, il le fait plutôt bien, même s'il montre des limites sur les derniers matchs. Mais on sait que c'est pas une option à terme. Chris Paul a signé pour 1 an et probablement il va partir pendant l'intersaison. Donc là, le fait de récupérer Fox, on a vraiment ce porteur de balle principal qu'on récupère à long terme. Donc c'est très positif à ce niveau-là parce que c'est le profil que les Spurs voulaient vraiment récupérer. Les rumeurs aussi, c'était que ils s'étaient penchés sur le dossier Lamelo Ball et Darius Garland cet été. Ils avaient même un petit peu enquêté sur le dossier Josh Giddey parce qu'ils voulaient vraiment avoir un meneur créateur à associer à Victor Wembanyama. Donc ça c'est fait et ils auront tout ça avec un joueur qui est élite. Maintenant que j'ai dit le positif, le négatif, en tout cas mes doutes, c'est la question du spacing. Parce que De'Aaron Fox est effectivement un excellent driver, c'est un excellent joueur sur mi-distance. En revanche, quand on regarde les stats de Fox, c'est un joueur qui est bon, qui est au-dessus de la moyenne en termes de productivité. Il a 1,13 points par tir tenté, euh, mais c'est que dans le top 40% chez les meneurs de la ligue. Il est à moins 0,8% de real true shooting, donc c'est-à-dire le true shooting qui condense les shoots à 3 points, les shoots donc qui sont valorisés plus que les 2 points, plus les shoots à 2 points, plus, comment dire, j'ai du mal. Donc c'est shoot à 3 points valorisé, plus shoot à 2 points, et les lancers francs sont pris en compte dans le calcul. Et donc ça nous fait en fait une efficacité globale du joueur. Il a moins 0,8%, ce qui est en gros plutôt moyen dans la ligue. C'est juste moyen. Donc on n'est pas sur un joueur qui est particulièrement efficace. Pourquoi ça? Parce que De'Aaron Fox est un mauvais shooter. On parle d'un joueur qui, sur les 3 dernières années, est à 36,6% à 3 points, même, enfin 36,6% à 3 points, grand ouvert. Alors il y a un faible volume, c'est 1,7 3 points pour 36 possessions, mais on est quand même, donc c'est dans le tiers inférieur de la ligue, mais c'est pareil en termes d'efficacité, on est dans le bottom 40% de la ligue. On est dans la moyenne vraiment inférieure de la ligue. C'est un joueur qui est plutôt négatif à 3 points. Quand tu prends juste sa moyenne à 3 points global, on est sur 32,2% sur 6,4 possessions. L'année dernière, il a vraiment eu un pic où il est monté à 37% à 3 points sur 7,8 tirs tentés. C'est ça que je veux dire 6,4 tirs tentés. Désolé, je vais perdre un max de gens sur les stats, mais c'est pas grave. Je suis sûr qu'il y a des gens qui kiffent ça et je trouve ça important à placer. En tout cas, on parle d'un joueur qui n'est pas un bon tireur. Il est décent sur pull-up. Il est décent sur pull-up par rapport à la moyenne de la ligue. Il en prend beaucoup parce que c'est une star et parce qu'il avait cette responsabilité avec les Kings. Il en prendra peut-être moins à San Antonio et on devrait peut-être voir l'efficacité augmenter. Mais il est décent là-dessus. Par contre, sur le catch and shoot et tout ça, c'est pas bon. Donc typiquement, quand on parle d'une association avec Victor en pick and roll, on sait que le pick and roll Victor De'Aaron Fox va être défendu un peu, comment dire, bizarrement, parce que Victor peut pop, mais De'Aaron Fox va rarement pop pour prendre un catch and shoot vu qu'il n'est pas efficace dans l'exercice. Donc ça rend la chose un peu plus prévisible. Donc ça pose un problème de spacing, parce que tu as De'Aaron Fox de base qui n'est pas un grand tireur, et Victor certes est un stretch 5, c'est un bon tireur à 3 points pour un pivot, mais c'est pas un tireur à 3 points d'élite non plus. Euh, la question c'est comment est-ce que l'espace généré l'un par l'autre va permettre de, comment dire, d'augmenter ces moyennes-là, d'augmenter en efficacité en ayant des tirs de meilleure qualité. Je pense que ça va influer et j'espère qu'on pourra avoir un progrès. D'Aaron Fox qui remonte à 35% dans la moyenne de la ligue, qui travaille son catch and shoot, qui en prend plus aussi, c'est un facteur. Victor qui profite de plus d'espace avec D'Aaron Fox qui drive, qui peut donc réussir plus de tirs à 3 points parce qu'ils sont de meilleure qualité. J'espère qu'on pourra voir ça. Mais ça pose toujours un problème de spacing et surtout quand tu regardes l'effectif des Spurs, on a un problème. Parce que j'ai parlé des pièces qu'il fallait pas toucher. Devin Vassell est un bon tireur à 3 points et va pouvoir s'épanouir dans ce nouveau système avec les ballons que va lui donner Fox et avec aussi juste les pick and roll qu'il va pouvoir faire avec Victor et les actions à 3 qu'ils vont pouvoir faire.
on parle d'un joueur qui peut vraiment tirer. Donc ce joueur-là, il est important dans cette équipe-là. Harrison Barnes, très bon tireur à 3 points, enfin bon tireur à 3 points, important dans l'équipe, mais on sait qu'il n'est pas là pour le long terme. Les pièces à long terme, au-delà de ces joueurs-là, c'est Jeremy Sohan et Stephen Castle notamment, sauf que Stephen Castle et Jeremy Sohan ne sont pas des tireurs. Jeremy Sohan est un non-shooter, tout simplement. On prend les stats de cette saison. Ils ont complètement abandonné l'idée de le faire tirer. Il est sur une moyenne de 1,5 tentatives à 3 points par match, pour 29,3% d'efficacité, ce qui est extrêmement faible. Donc en gros, les défenses peuvent se permettre de laisser Jérémy grand ouvert à 3 points. Il va rarement tirer, et quand il va tirer, il va souvent rater. Stephen Castle, c'est encore plus problématique parce que, enfin, dans le cas du feed de Fox, je veux dire, parce qu'on est sur 3,9 tentatives par match, ce qui est donc un montant déjà plus honorable, mais on est à 27,4% d'efficacité, ce qui est extrêmement faible encore une fois. Ce qui veut dire que pareil, les défenses peuvent se permettre de le laisser ouvert. Là où on peut avoir de l'espoir pour les deux, c'est qu'ils ont 20 et 21 ans. On n'est pas à l'abri d'une progression dans ce domaine. J'ai plus confiance déjà en Stephen Castle qu'en Jeremy Sohan là-dessus, parce qu'il vient d'arriver et parce qu'il a une mécanique qui est un peu moins cassée. Mais pour le moment, on a quand même un effectif donc, dans lequel on aura De'Aaron Fox qui n'est pas un bon tireur, plus Stephen Castle, plus Jeremy Sohan, et ces trois joueurs sont des pièces centrales de l'effectif. Donc il y a des moments où ils vont être ensemble sur le terrain, mais dans ces moments-là, déjà vraiment les line-up avec les trois ensemble, le spacing va être ridicule, et ça me pose problème. Pourquoi? Parce que déjà, parce que c'est... Qui fait ça en fait? Personne ne fait ça. Je pense que, j'ai pas checké les stats, mais je pense que le backcourt des Spurs, Stephen Castle et, et De'Aaron Fox shoot moins bien que le front court des Celtics. Je pense que typiquement, alors Ford, Porzingis, tous ces joueurs-là sont de meilleurs tireurs à 3 points, sont plus efficaces, etc. Et sont juste meilleurs que le backcourt des Spurs. Et ça, c'est inquiétant. Moi, ça me pose un problème. Et surtout, il faut imaginer le spacing négatif qui est au retour de Victor et ce que ça va permettre pour vraiment condenser les gens qui vont être dans la raquette et empêcher les drives de Fox beaucoup en défendant bas sur les pick and roll, en défendant bas sur les pénétrations de Fox et en défendant Victor beaucoup dans la raquette, ce qui est gênant pour lui. Donc ça me pose problème et ça pose des questions à long terme sur le fit de De'Aaron Fox dans cet effectif. Donc c'est pour ça que je pense que, à moins qu'il y ait des progrès majeurs de la part de Fox, Sohan et Castle, c'est voué plus ou moins à l'échec si on garde l'effectif en tant que tel. Mais on est dans le début d'une reconstruction, on sait que l'effectif va pas forcément rester comme ça, et vu le prix payé, ça valait la peine de prendre Fox dans tous les cas, et ça reste encore une fois une upgrade pour le jeu immédiat des Spurs, parce que tu vas pouvoir jouer, donc j'ai parlé du fit avec Victor, même ce que ça veut dire en transition, t'as que des joueurs quasiment, Chris Paul va sans doute passer sur le banc, mais du coup t'as un 5 majeur qui va être très efficace en transition, qui court très 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 vite, et t'as des combinaisons qui sont efficaces sur pick and roll. Donc c'est quand même une immense upgrade. Et je me pose vraiment des questions sur la complémentarité de l'effectif à long terme et de la complémentarité donc, entre De'Aaron Fox et Stephen Castle et de manière générale de la complémentarité de l'effectif. Donc j'émets une réserve et si je devais vraiment parier aujourd'hui sur est-ce que cet effectif va fonctionner en tant que tel, je dirais plutôt non. Pas pour juste aller en playoff, je pense que l'effectif pourra le faire à terme, peut-être la saison prochaine, je pense même la saison prochaine, c'est un pari plutôt safe. Mais à long terme, pour gagner un titre, ça me paraît un petit peu compliqué avec ces limites-là. Donc, ça me pose problème. Il faudra voir si à terme, on peut upgrade cet effectif en transférant Fox peut-être, en transférant Castle peut-être, ou avec des progrès juste organiques de l'équipe. En tout cas, ça valait la peine de faire ce transfert pour les Spurs. Là, j'ai passé beaucoup de temps sur le négatif, mais ça reste un excellent transfert et une immense upgrade. Plus, franchement, juste du fun, et que du fun pour les Spurs, parce qu'on va pouvoir voir De'Aaron Fox jouer avec Victor Wembanyama jusqu'à la fin de la saison, ce qui nous fait tous kiffer. Vous en tant que fan, moi en tant que journaliste, je suis content de pouvoir le couvrir. Et donc, bien sûr, dès les premiers matchs de De'Aaron Fox à la maison, parce que je ne serai pas en mesure de le voir immédiatement de mes propres yeux, et parce que en plus je pars d'abord en vacances au Mexique, donc pas de podcast la semaine prochaine, et ensuite au All-Star Game, donc podcast après le All-Star Game, sur le All-Star Game j'imagine. Je ne parlerai pas un petit peu de l'alchimie Fox-Victor avant au moins les matchs d'Austin. Mais en tout cas, je suis content de pouvoir couvrir ça. Je suis content pour les Spurs parce que c'est vraiment un bon trade. Content pour Victor qui se rapproche un peu de l'objectif d'aller gagner un titre. Et je trouve juste que c'est un bon move en termes de construction d'équipe. Voilà, on a fini la parenthèse Spurs. Je tiens juste à dire un mot sur la partie Kings, la partie Bulls. La partie Bulls, elle est simple. Il fallait qu'ils se débarrassent de Zach LaVine. La côte de Zach LaVine était extrêmement faible. Ils l'ont fait, tout simplement. Ils sont dans cette logique de reconstruction depuis un moment. L'étape suivante, c'est de trade Nikola Vucevic. Donc,
Voilà, tu récupères Zach Collins qui est donc un contrat négatif, mais c'est pas grave parce que tu as de la place pour absorber. Tu as deux jeunes que tu peux essayer de développer et de garder pendant un moment, soit pour faire monter leur valeur de transfert et récupérer des pics, soit parce qu'ils peuvent être intéressants en transfert dans l'effectif. Trey Jones, Kevin Huerter, c'est deux bonnes prises pour les Bulls, donc c'est un bon point. Et le fait de récupérer leur pick, c'est aussi un point positif au cas où ils tomberaient dans la loterie, mais en dehors mais au cas où ils seraient tombés entre 10 et 14, où les Spurs du coup auraient récupéré le pick. Là, ils sécurisent leur pick. Donc je suis un peu déçu quand même côté Bulls qu'ils n'aient pas réussi à récupérer un premier tour de draft supplémentaire, un vrai premier tour de draft, ou au moins les 2-3 seconds tours de draft. Je trouve ça un peu dommage. Et je suis un peu surpris quand même de cette valeur extrêmement faible pour Zach LaVine. En même temps, c'est pas surprenant parce que ça fait des semaines, voire des mois qu'on parle de ce transfert et qu'on sait que Zach LaVine a une valeur qui est très faible sur le marché des transferts. En tout cas, le trade reste logique pour les Bulls et c'est bien qu'ils avancent dans leur projet de cette manière-là. Pour les Kings, déjà, ils ont vraiment beaucoup de place sous le cap avec ce transfert. Ils ont deux slots disponibles et ça leur permet d'être actifs sur le marché des transferts encore ou d'aller signer les gens qui vont être cut à la deadline. Je pense qu'il y a peut-être plus de transferts à venir pour les Kings, même je pense que c'est assez probable. Ce qui est bien, c'est qu'il y a ces trois premiers tours de draft qui sont, enfin 2,5 on va dire, qui sont donc des picks qui sont utilisables soit pour préparer une reconstruction, ce que je pense serait la meilleure option pour les Kings. Tu viens de changer de coach, tu n'es pas sûr de ce que tu fais, tu viens de perdre De'Aaron Fox, tu as abandonné Tyrese Haliburton parce qu'il fallait maximiser Fox, tu l'as pas fait. Tu sais que ton duo Zach LaVine, Domantas Sabonis, ça jouera que le milieu de tableau, c'est mon opinion en tout cas. Donc pour moi, c'est les bonnes pièces de début de reconstruction. Plus si tu fais monter la valeur de Zach LaVine, pourquoi pas essayer de le transférer à terme. Ce qui me dérange, donc ce que je disais juste avant sur les picks, c'est que ces trois picks qui peuvent servir dans un transfert. Parce que je pense que les Kings vont continuer. Parce que ce que le trade de Zach LaVine indique, et ce que avant le licenciement de Mike Brown indiquait, c'est on veut rester compétitif, on veut jouer les playoffs dès cette année, et on veut rester une équipe de playoffs. Donc le transfert de Zach LaVine, ça continue dans cette direction. Donc il y a une certaine cohérence à ce niveau-là, parce qu'on savait que Sacramento allait le faire, parce que ça va dans la continuité du licenciement de Mike Brown. Et il y a une possibilité, donc avec ces transferts, avec ces pics-là, plus les contrats qu'ils ont et comment dire, leur flexibilité financière, d'aller chercher un troisième joueur intéressant à la deadline, ou alors de compléter avec des role-players, donc de rendre le projet vraiment beaucoup plus compétitif qu'avant le départ de Fox. Donc je pense que sportivement parlant, c'est une bonne chose. Ce qui me pose problème, c'est que du coup, le trade de la ville, encore une fois, indique la volonté de rester compétitif. Moi, encore une fois, j'insiste sur le fait qu'une reconstruction, je pense, serait la meilleure option, parce qu'on sait que cette équipe-là va jouer le milieu de tableau. Il n'y a pas vraiment un monde dans lequel Domantas Sabonis et Zach LaVine progressent énormément. Il n'y a pas non plus énormément de potentiel au sein de l'effectif des Kings. Donc, qu'est-ce qui va permettre aux Kings de devenir vraiment compétitifs et d'aller essayer de jouer un titre? Ce qui me fait peur avec tout ça, c'est que les Kings, du coup, vont pas générer d'assets alors qu'ils le peuvent avec Domantas Sabonis, etc. Et vont mal préparer leur reconstruction. Je les comprends parce qu'ils sortent d'une période de décennies sans playoff. Donc, il y a volonté de redorer l'image des Kings, d'en faire une destination qui est plus attractive et de renouer avec la fanbase et éviter juste de disparaître de la NBA. Ça, c'est plutôt chose faite. Donc, je comprends cette position parce que c'est un contexte qui est extrêmement spécial. En même temps, je déteste cette position qui est extrêmement ambiguë on joue rien, on n'est pas vraiment des contenders, on est à peine une équipe de playoff et en même temps on s'évertue à rester compétitif. Je trouve ça problématique. Donc j'aime pas vraiment comment dire, la position que prennent les Kings par rapport à ça et j'espère que ils vont changer d'avis à la fin de la saison et lancer une reconstruction. Mais je comprends par rapport comment dire, au contexte particulier. Donc, si je dois vraiment finir avec, admettons, des notes pour ces transferts comme font les Américains, avec des notes A, B, C, etc., je mettrais vraiment un grand A pour les Spurs qui ont fait une opération magnifique sur ce transfert. Vraiment, j'ai déjà suffisamment détaillé, mais ce transfert est top pour les Spurs en termes de construction d'équipe. Pour les Kings, je vais leur mettre un. C'est dur à dire, je vais leur mettre un B quand même, parce que malgré le fait que les Spurs avaient la main mise là-dessus et qu'ils savaient qu'ils allaient perdre De'Aaron Fox, ils ont quand même réussi à générer deux premiers tours de draft, plus éventuellement celui des Hornets, plus 3 secondes, plus Zach LaVine. Donc franchement, c'est pas un mauvais package. On peut mettre un B parce que franchement, ou un B-, un C+, parce que c'est le package average, un petit peu le minimum qu'on attendait, mais en même temps, c'est plutôt décent par rapport à ce qu'on pouvait voir.
Et pour les Bulls, allez, un C, C+, parce que je pense que on s'attendait peut-être un tout petit peu plus pour Zach LaVine. C'est un petit peu décevant qu'ils aient que ça. D'un autre côté, c'est bien qu'ils puissent enfin tourner la page, qu'ils aient cette lisibilité sur leur avenir et qu'ils récupèrent donc ces jeunes plus leur pic. Donc voilà, c'est ça mes notes. A, B-, C+. Voilà, tout simplement. Je trouve que c'est plutôt un bon transfert de manière générale. Et je vais vous laisser là. On se retrouve donc, comme j'ai dit, après le All-Star Game pour discuter du All-Star Game de Victor et de manière générale de l'expérience du All-Star Game depuis San Francisco, puisque je serai sur place. Et puis, je vous invite donc à vous abonner à la chaîne de Basket Session pour ne pas manquer les prochains podcasts de la saison, pour ne pas manquer non plus les CQFR, le podcast de Basket Session tous les lundis. Je suis désolé les gars, Jean-Pierre sur votre territoire, mais voilà. La late session du jeudi sur Twitch, le Hoop Culture avec Pierre Armand et avec Théo le dimanche. Ce à quoi il fallait répondre le samedi, je suis désolé, je fais toute la programmation. En tout cas, abonnez-vous, on a plein de podcasts super. Et je vous invite aussi à vous rediriger vers le site de Basket Session, sur lequel on va publier beaucoup d'analyses approfondies sur ce transfert, dans lequel évidemment on va parler des premiers matchs de Victor et d'Aaron Fox ensemble. Donc voilà, allez suivre ça. Et je vous remercie pour votre écoute. Je vous invite à laisser un like, un commentaire, vous abonner. Et je vous fais un gros cœur. Je vous dis à très bientôt.